Alors Axel, dans l'art de la question, est-ce que tu pourrais nous parler du questionnement et de la perspective? Oui, alors la dernière fois, nous avons abordé questions ouvertes, questions fermées, leur importance, leur place, leur sens. Alors, quand un praticien pose une question, dans l'idéal, évidemment, hein, on n'est jamais dans l'idéal, mais en formation, on cherche toujours à peaufiner, évidemment, l'art du praticien. Dans l'idéal, quand un praticien intervient, il doit savoir pourquoi il intervient, quelque part. C'est mieux qu'il sache pourquoi il intervient, soit au moment où il intervient, soit après l'avoir fait. Voilà. C'est-à-dire, quand un praticien intervient avec un patient, c'est quand même très utile qu'il ait une perspective, c'est-à-dire qu'il sache où il va un peu avec son client. Ça ne signifie pas qu'il ait une vision rigide de la chose. Comme disent certains, ça ne signifie pas qu'il doit avoir un agenda obligatoire, mais qu'il sache où il va. D'ailleurs, les jeunes praticiens, quand ils ne savent pas où ils vont ni ce qu'ils font, se sentent perdus, sont inquiets et font des bêtises parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas pourquoi ils font ci, ils font ça au début. Voilà. Et parfois, quand ils commencent à être formés, c'est l'inverse, appliquent de façon un peu rigide, et c'est normal, c'est une étape incontournable, le nouveau modèle qu'ils viennent d'apprendre en croyant savoir où ils vont. Alors que c'est en fait le modèle qui sait où il va, mais eux, ils ne savent pas où ils vont. Alors, bref, après cette parenthèse, revenons à la question, parce que c'est ça l'idée. À quoi servent les questions et qu'est-ce qu'elles contiennent comme perspective? Dans les débuts d'un entretien, avec un patient qui arrive pour la première fois, à quoi servent les questions? Voilà, c'est ça à quoi nous devons répondre au début. Eh bien, dans le début d'un entretien, les questions servent à mettre en place un accueil de qualité et à recueillir les informations de base dont nous avons besoin pour savoir si nous allons pouvoir travailler avec ce client. C'est le but principal des questions. Le but sous-jacent est que la personne se sente suffisamment avoir de l'intérêt pour son partenaire et avec la limite qu'elle perçoive que son partenaire n'est pas quelqu'un de persécutant avec des questions en quantité excessive ou trop intrusive. Voilà, donc le but des questions, la perspective des questions dans le début de l'entretien est, dans le fond, de commencer à ciseler un lien de qualité et de repérer avec son client, euh, comment dire, jusqu'où il a besoin de notre, comment dire, de la profondeur de notre curiosité au début. Voilà. Quand cette étape est passée et que la collaboration est en place, les questions vont avoir d'autres fonctions que celle-là. Quelles fonctions? Eh bien, par exemple, selon les modèles d'intervention, elles n'auront pas le même but. Évidemment, il y a des modèles où les questions sont très peu présentes, comme dans les modèles psychanalytiques classiques. Les interventions sont peu présentes en quantité et les questions peu présentes en quantité. Elles peuvent être là, mais ce n'est pas l'essentiel. Par contre, il y a des modèles où les questions sont plus présentes, et notamment dans tous les modèles humanistes. Souvent, il y a des questions plus présentes. Ce qu'on appelle les modèles humanistes en accompagnement sont les modèles qui sont venus en France après les années 75, que ce soit la gestalt-thérapie, l'analyse transactionnelle, l'analyse systémique, les méthodes psychocorporelles. Voilà.
Alors, dans les méthodes psychocorporelles, entre parenthèses, il n'y a pas non plus beaucoup de questions, puisqu'il y a des mises en acte corporelles, c'est encore autre chose. Mais dans les modèles où il y a des interventions, des interactions verbales, comme l'analyse transactionnelle, l'IFS, Internal Family System, hein, la Gestalt thérapie, voire les méthodes de l'ACP, l'accompagnement centré sur la personne, d'autres approches, eh bien, les questions servent à mettre en évidence certains points du monde intérieur ou mettre en évidence certains fonctionnements entre le client et le monde extérieur. C'est à ça que servent les questions. Exemple, comment avez-vous fait quand vous êtes allé au travail hier? Donc là, une question comme ça sert à permettre au client de développer un récit descriptif sur un vécu externe. Quand le thérapeute fait ça, ça veut dire qu'il estime, à tort ou à raison, hein, c'est selon son modèle, hein, qu'il estime que avoir des précisions sur le récit externe va aider et le client et lui-même à avancer sur la thérapie. Mais dans d'autres modèles, il peut y avoir des questions sur le monde interne. Voilà. Par exemple, comment cela se passe-t-il dans votre corps quand vous me dites cela? À ce moment-là, la perspective pour le thérapeute est fondée sur l'hypothèse que le corps a de l'importance, que décrire ce qui se passe au niveau du corps va jouer un rôle dans la guérison et dans la compréhension de ce qui se passe. Ce n'est pas le cas dans tous les modèles. Il y a des modèles dans lesquels c'est important. Donc, du coup, le contenu de la question, l'orientation de la question va aller vers ça. Il en est de même pour l'émotion, il en est de même pour le cognitif. Donc, il y a 4 axes sur lesquels les questions peuvent se poser. Elles peuvent se poser sur l'axe cognitif, à ce qu'on appelle l'axe cognitif, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est tout le mental, tout l'imaginaire. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Comment vous imaginez cela? Tout ça, on peut le mettre dans la case cognitif. Ça cogite. On déploie ce qui cogite, on le sort de la boîte pour le mettre à plat. Donc là, la perspective, c'est que tout ce qui est fantasmatique et idéatoire a du sens et de l'importance. Il y a l'axe émotionnel, évidemment. Que ressentez-vous pour un tel? Quelle émotion habite votre être en ce moment? Voilà, comment vous avez vécu émotionnellement telle rencontre? Même logique. C'était le deuxième axe. Troisième axe, c'est l'axe comportemental. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Comment vous avez organisé votre voyage? Comment s'est passé cet enterrement? Comment vous vous êtes comporté? Non pas ce que vous avez ressenti, non pas ce que vous avez pensé, mais comment vous vous êtes comporté. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment l'action et le comportement. C'est le troisième axe. C'est un axe très important d'ailleurs, parce qu'on l'oublie parfois, mais beaucoup de thérapeutes l'oublient d'ailleurs. Hein. Mais des pensées, des émotions qui ne seraient pas suivies d'action, il y a peu de chances qu'elles soient efficaces. Bref, c'est le troisième axe, on reviendra là-dessus aussi. Et le dernier axe, c'est l'axe du corps. L'axe du corps, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que se passe-t-il dans votre corps? Voire même, ça peut aller plus loin, comment votre corps a envie de bouger quand vous dites cela, etc., etc. Donc, comme on le voit, les questions sont des invitations, et là, je n'ai cité que des questions ouvertes, sont des invitations à explorer des univers. Donc, l'art de la question, dans ce deuxième segment après l'accueil, et je dis bien après l'accueil, hein, parce que aussi une grosse erreur que font des débutants en psychothérapie, c'est d'utiliser cette seconde perspective lors du premier temps.
C'est-à-dire d'utiliser des perspectives d'approfondissement de l'univers interne, alors même que la perspective du lien et de l'accueil et des éléments de base n'est même pas mis en place. C'est pour ça que dans mes formations avec les psychothérapeutes, je leur déconseille très vivement d'entrer dans un travail approfondi dès la première séance avec leurs clients. Je trouve ça risqué et d'ailleurs non éthique. Non éthique, pourquoi? Parce que comment faire un travail approfondi avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Comment on a évalué les risques avec cette personne? Voilà. Donc, c'est un manque de professionnalisme. Ça veut dire qu'il manque de la formation, tout simplement, hein, pour cette personne qui a besoin de savoir ce que sont des entretiens préparatoires. Autre thème que j'aborderai peut-être, les entretiens préparatoires, à quoi ils servent et pourquoi, comment les faire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les questions et l'art des questions n'est pas le même. Dans le second segment, qui est la chaire du travail, qui est là pour explorer tous les segments que je viens d'évoquer. Et bien sûr, j'ai évoqué tout le monde psychique interne, tout le lien avec le monde externe, mais y compris, ça va de soi, dans le monde externe, il y a aussi le lien avec le psychothérapeute, hein, dans les questions, hein, puisque ça fait partie de la dynamique d'évolution du client, qui est que se passe-t-il entre vous et moi pendant la séance, évidemment. Et là aussi, il peut y avoir des questions ouvertes, parfois des questions enfermées. Donc ça, c'est l'art de la question. Et enfin, dans le dernier segment qui est vers la fin des psychothérapies, la fin des accompagnements, les questions ont pour but, en général, et c'est la même chose pour les fins de séance d'ailleurs, fin de séance, fin de thérapie, les questions ont pour but, pour perspective, et d'aider à la synthèse, de préparer les clôtures, de préparer les bilans. Et c'est ça leur but. Elles ne sont pas faites pour ouvrir de nouveaux chapitres, alors même qu'on est en train de descendre, hein. C'est comme si l'avion accélérait alors qu'il est en train de descendre sur la piste d'atterrissage. Voilà. Donc voilà pour les perspectives différentes du questionnement. Alors pour l'instant, comment tu réagis à ça? Écoute, ça ouvre justement des perspectives. Ce que je voyais là, c'est en fait qui dit question dit réponse. Et je me demandais justement, mais finalement, à qui va la réponse? Peut-être qu'elle ne va pas tant au psychothérapeute qui pose la question qu'à la personne. Oui, Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? oui, c'est vrai que. Alors, ce que ça stimule en moi, ta remarque, c'est la chose suivante, c'est que dans le fond, ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est que le psychothérapeute pose au client des questions que lui-même n'a pas pensé à se poser à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, le psychothérapeute joue parfois le rôle du self que le client n'a pas trop activé. Parce que le self, cette partie centrale qu'on évoque dans certaines méthodes, dont l'IFS, hein, c'est une partie qui est curieuse, qui aime la clarté, et donc qui a logiquement tout à fait la capacité de poser des questions simples et importantes. Et beaucoup des clients, disons, comment dire, ce qui fait difficulté dans nos vies, très souvent, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions de la bonne manière au bon moment, si je résume les choses, hein. Pourquoi? Parce que on ne nous l'a pas appris, parce que c'est interdit, parce qu'on ne peut pas, parce qu'émotionnellement c'est bloqué, etc. Et ne nous posant pas les bonnes questions au bon moment, de la bonne manière, comment pouvons-nous trouver la bonne réponse au bon moment, de la bonne manière? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, c'est vrai que le client se répond à lui-même sur des questions qu'il devrait lui-même se poser à lui-même.
mais qu'il ne peut-être pense pas à se poser. Par exemple, quel client pense à se poser la question, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps pendant que je suis en train de parler? Bah, c'est pas évident. Tiens, par exemple, pendant que nous parlons tous les deux, ça ne m'est pas venu à l'esprit de me poser la question, sauf maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon corps pendant que je suis en train de te parler? Mais si tu étais ma psychothérapeute et que tu me disais, tiens, pendant que tu me parles, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Je me centrerais, je dirais, tiens, oui, j'ai la main gauche qui est un petit peu tendue, la main droite qui est détendue. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça signifie? Et j'avancerai sur la connaissance de moi-même. Mais c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé que j'aurais pu me poser, voire même que j'aurais dû me poser. Donc c'est vrai, c'est vrai. Les réponses, le client se les apporte à lui-même. Autre point important par rapport à ces notions de perspective, certains vont se reconnaître, hein, c'est d'où part la question et vers où va la question. Alors là, je ne parle évidemment que des bonnes questions, comment dire, énoncées de la bonne manière. Un autre chapitre serait les mauvaises questions, énoncées de la mauvaise manière, etc. Mais d'où part la question? Voilà, est-ce qu'elle part d'une partie calme de moi? Est-ce qu'elle part d'une partie irritée de moi? D'une partie réactive de moi? Qu'est-ce qu'elle vise chez l'autre? Est-ce qu'elle vise une partie réticente à la collaboration, un protecteur du système? Est-ce qu'elle vise une partie sensible? Est-ce qu'elle invite le self de l'autre, au contraire, à dire quelque chose, faire quelque chose, intervenir dans le système du client? Voilà, ça c'est un autre débat, d'où part la question et où va la question. En analyse transactionnelle, par exemple, c'est très clair, très souvent, avec les systèmes parents, adultes, enfants, avec les flèches, on dessine ça sur un tableau pour illustrer comment une intervention, question pas, part d'une zone et vise une autre zone. Comment, par exemple, une question pourrait partir d'une zone chez moi très joueuse, enfantine, et communiquer avec une zone très joueuse chez toi, très enfantine. Et à ce moment-là, créer quelque chose de ludique pour détendre la séance. Voilà, etc. Donc, effectivement, le client se répond à lui-même avec toutes ces questions. Alors, tes remarques là-dessus? Comme je sais qu'on veut faire des choses un peu courtes, peut-être pas réouvrir quelque chose, mais il y avait quand même ce sujet autour de la perspective. Il y a peut-être une perspective locale dans la séance, entre les séances, sur toute une thérapie. Tu vois, il y a une granularité de la perspective, peut-être. Oui. Et ce qui se passe, c'est que dans ce que j'ai observé, c'est que plus le thérapeute a des questions variées, riches, sans tabou. Sans tabou. Il y a aussi la question des tabous sur les questions. Hein, on n'a pas parlé de ça encore, mais il y a des thèmes qui sont tabous chez le thérapeute. Évidemment, du coup, il ne va pas poser de questions sur ces thèmes, hein, sexualité ou autre, hein, argent, voilà. Donc évidemment, on peut supposer un thérapeute qui n'a pas de tabou sur ces thèmes-là. Parce que s'il en a, comment son client pourrait-il répondre lui-même et se poser lui-même des questions sur ces thèmes? Et évidemment, c'est impossible. Alors, je faisais un détour sur les tabous. Je ne sais plus pourquoi je voulais te dire ça. Je me suis perdu tout seul. On était sur la granularité de la perspective. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, ce que je voulais dire, c'est que plus le thérapeute a des questions riches et variées, et plus le client va intégrer en lui-même, dans son self, la capacité de se poser à lui-même
les questions riches. Exemple, si un thérapeute sait poser des questions sur le corps et que le client répond petit à petit au fil des séances, c'est évident que le client va s'approprier tout seul ensuite cet auto-questionnement sur le corps. Et lui-même tout seul sera capable, pendant la séance, de se dire au fait, qu'est-ce que je ressens pendant que je dis tout ça? Pourquoi? Parce que le thérapeute lui-même aura eu la capacité de questionner sur ce domaine. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ça, dans le domaine des questions? Ça veut dire que ce que ça nous apprend, c'est que l'art de la question chez le thérapeute, quand cet art est développé, eh bien, il le transmet à son client. Et donc, il transmet à son client la capacité de s'auto-questionner de façon beaucoup plus riche ensuite. Hein, c'est comme le thème du tabou, c'est pour ça que j'avais fait un détour. Hein, c'est si le thérapeute sait poser des questions sur l'argent, eh bien évidemment, il modélise pour son client la capacité de lui-même s'en poser des questions sur ce thème-là. Voire même, il modélise pour le client la capacité de se poser des questions sur des thèmes tabous. Puisqu'il a face à lui un thérapeute qui ose en poser des questions sur les thèmes tabous. Voilà. Donc il y a en plus, avec les questions, une espèce de, on appelle ça une modélisation, c'est-à-dire qu'on montre un modèle pour s'auto-questionner et donc s'auto-permettre des développements thématiques sur tous les domaines. Voilà. Donc peut-être qu'on peut conclure autour de ça. Qu'en penses-tu pour aujourd'hui? Oui, je voulais juste avoir une précision en fait. Oui. Est-ce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, plus le thérapeute sait lui-même poser des questions sur certains sujets, plus il va pouvoir transmettre cette capacité à se poser des questions. C'est bien ça que je veux Exactement, c'est dire. exactement ce que je crois, et l'inverse est vrai malheureusement. C'est-à-dire, je crois qu'un thérapeute, par exemple, qui a un tabou sur des thèmes et qui donc ne pose pas de questions sur des thèmes, va transmettre le tabou sur le même thème. J'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de tabou chez le client, je pense que un thérapeute peut induire du tabou sur une zone, de l'interdit sur une zone, si lui-même là, en évitant certaines thématiques, on appelle ça les postures contre-transférentielles, des contre-transferts proactifs, hein. C'est quand le thérapeute lui-même évite quelque chose, évite de questionner quelque chose, eh bien le client va le percevoir et lui-même va, par collusion, pour maintenir le lien, par appartenance, va lui-même éviter cette thématique très certainement. Voilà, en conclusion. Donc tu as tout à fait raison, je valide ce que tu dis. Ouais. Bon, pour cette fois, ça me paraît complet. Merci Axel. Laurent.